Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du cas Luis Enrique. Arrivé sous l'étiquette de joueur très prometteur, il a finalement très peu de temps de jeu cette saison et on va se demander quelles peuvent en être les raisons et quelles solutions s'imposent à lui. De votre côté, que pensez-vous de Luis Enrique? Faut-il le prêter? Faut-il même le vendre? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si on veut analyser sa situation depuis son arrivée, faut aussi rappeler le contexte de sa signature. Après 2 saisons du côté de Botafogo, 20 matchs, 2 buts et 5 passes D, il signe à l'OM pour un montant d'environ 8 millions d'euros. À ce moment-là, Villas-Boas veut un attaquant de pointe pour épauler ou concurrencer Benedetto. Tous les acteurs du club se mettent d'accord sur un nom, Darwin Núñez. Le problème, c'est qu'il y a une grosse concurrence et finalement l'Uruguayen décide de rejoindre Benfica malgré les sollicitations de Longoria. Un choix payant pour lui parce qu'il est vraiment très bon depuis son arrivée au Portugal. Le club recrute à la place un prospect de Longoria, Luis Enrique. Villas-Boas va même jusqu'à le qualifier de pépite et parle de la possibilité qu'il soit l'avant-centre recherché. Mais là, il y a un gros problème, il a jamais joué de sa carrière à ce poste de numéro 9. Tous ces matchs ont été joués sur l'aile gauche ou sur l'aile droite. Après l'avoir qualifié de pépite, Villas-Boas fait une nouvelle déclaration un peu plus tard où il explique que le club s'est trompé en recrutant Luis Enrique parce qu'il ne sera pas l'avant-centre recherché. La reconversion, ça marche pas à chaque fois, ça a pourtant marché pour des joueurs comme Aubameyang ou Guedes par exemple, mais là ça n'a pas été le cas. Donc déjà que l'adaptation d'un joueur brésilien en Europe n'est jamais facile, surtout pour un joueur aussi jeune, et ce genre de déclat va pas le mettre en confiance, bien au contraire. Sous Villas-Boas, son temps de jeu est réduit, 7 matchs avec très peu de minutes, mis à part cette incompréhensible titularisation contre Porto au match retour de Ligue des Champions, alors qu'il ne joue jamais et qu'il a très peu d'expérience en pro jusqu'à ce moment-là. Alors évidemment, début février 2021, AVB claque la porte après des désaccords sur le mercato avec Longoria. Nasser Larguet prend la place d'entraîneur intérimaire en attendant la future arrivée de Sampaoli. À ce moment-là, Larguet décide de faire confiance à Enrique et aussi de faire monter d'autres jeunes avec les pros. Il le titularise contre Nice dans une victoire 3-2, un choix payant parce qu'il réalise sa première passe D. Après l'arrivée de Sampaoli, il en fera une nouvelle contre Rennes, puis 2 contre Brest en seulement 13 minutes. Donc quand il entrait en jeu, il arrivait à marquer un peu de points, mais derrière il n'arrivait pas à être performant en étant titulaire, au point même qu'on l'imagine un peu comme un joker de luxe. Il fera une dernière passe D contre Strasbourg, une nouvelle fois en entrant en jeu. Évidemment, comparé à la situation de son arrivée, on pensait que c'était le déclic pour Enrique, qui finalement est apprécié par Sampaoli et qui a inauguré ses premières stats. La saison 2021-2022 devait donc être logiquement celle de la confirmation pour le prometteur brésilien. Cette saison, Payet est replacé au cœur du jeu, ça libère une place sur l'aile gauche qui d'après moi est le côté préférentiel de Luis Enrique. On l'a parfois vu à droite et ça ne fonctionne pas vraiment. Radonjic est aussi parti pour Benfica, mais à côté de ça, Longoria fait le choix de recruter Konrad de la Fuente qui joue lui aussi principalement sur cette aile gauche. On a donc une concurrence entre 2 joueurs du même âge et qui sont à l'aise sur le même côté. Konrad commence sa saison avec plein de promesses, quelques bonnes performances qui ne sont pas pour autant constantes. Au moment où je parle, il a 2 passes D et on l'a vu sur les derniers matchs, il est préféré à Luis Enrique. Cette concurrence entre les deux a donc tourné en faveur de Konrad, mais en plus de ça, il y a aussi Bamba Dieng qui a été utilisé à ce poste-là, ce qui permet de le servir dans le dos de la défense et aussi d'être mobile pour qu'il puisse se rendre axial. Une concurrence à 3 pour une seule place et un temps de jeu partagé surtout entre Dieng et Konrad, même si le Sénégalais peut aussi et surtout jouer en pointe. En plus, tous sont jeunes pour jouer à ce poste, si on se base sur un poste d'ailier pur, Konrad est encore trop jeune, peut-être trop tendre pour être un titulaire indiscutable. Même chose pour Enrique, voire même pire, et donc on pourrait très bien se retrouver avec une recrue en janvier à ce poste d'ailier gauche pour amener un peu d'expérience. Tout en sachant aussi qu'à plusieurs reprises, Luis Enrique a été utilisé dans un rôle de piston gauche qui ne lui correspondait pas en tout point. Donc finalement, Enrique est un petit peu mis à l'écart et a dû se contenter de 300 minutes de jeu en 12 matchs. C'est vraiment très peu, et quand il était titu contre Angers, Nice et Metz, il a pas su faire la différence, notamment contre le SCO où il manque son face-à-face devant Bernardoni, alors que Dieng le lance parfaitement. Pas la moindre stat cette saison, relégué dans les derniers choix avec des rares titularisations trop éloignées les unes des autres. Je pense qu'un jeune joueur a besoin de temps de jeu régulier pour progresser. À Marseille, c'est pas le cas. Il y a aussi une grosse pression dans notre club, c'est très compliqué à gérer quand t'es jeune comme ça. On a l'impression qu'il joue avec le frein à main, on aimerait le voir jouer plus libéré, plus de débordement, plus de folie, et aussi plus de justesse dans ses passes et ses centres, tout en débloquant son compteur de buts. Alors pour moi, la solution, ce serait de le prêter pour le reste de la saison dans un club où il pourra jouer avec moins de pression et où il aurait moins de concurrence. C'est essentiel pour son développement. N'oublions pas en tout cas qu'il n'a que 19 ans, bientôt 20, et qu'il a encore
le temps pour montrer son potentiel. On peut jamais savoir de quoi une carrière sera faite, mais une chose est sûre, on n'enterre jamais un si jeune joueur parce qu'il n'a pas prouvé en une saison et demie. Les qualités sont là, il est technique, rapide, mais il doit être plus lucide, gagner en confiance et être plus efficace devant le but. Tout ça ce sera compliqué sans un temps de jeu régulier, mais il a tout pour être un super joueur d'avenir. Peut-être qu'il sera pas la pépite annoncée, mais il y a du chemin à parcourir. Comme je l'ai dit, en le prêtant dans un club avec moins de concurrence et moins de pression, il pourrait reprendre la confiance, qui est la chose qui lui manque cruellement d'après moi. Après, sans option d'achat, bien entendu, pour qu'il ait une chance de revenir faire ses preuves à Marseille la saison prochaine. Il a encore 3 ans de contrat, donc c'est plutôt pas mal. À moins que de son côté, Sampaoli lui fasse encore confiance, mais qu'il attende simplement le bon moment pour le relancer. Ça peut passer par des matchs de Coupe de France, le dernier match d'Europa League pour se qualifier en Conference League, voire même cette fameuse Conference League. Dans tous les cas, même s'il reste au club jusqu'à la fin de saison, il aura l'occasion de jouer des matchs, et ce sera à lui de faire le nécessaire pour briller. De mon côté, je reste sur l'idée d'un prêt qui me paraît pas mal, à voir comment ça va bouger à l'OM cet hiver. Voilà les amis, j'espère en tout cas que j'ai réussi à bien vous expliquer sa situation. On arrive à la fin de cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook et Discord où je suis actif, les liens sont en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM avec en particulier l'avant-match d'OM Brest. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.